Donc, eh bien, bonjour à tous. Bonjour à tous. Je ne vois personne, mais bienvenue à cet atelier. L'atelier numéro 2, nous allons réfléchir sur le renouvellement des bénévoles dans nos associations, un renouvellement qui est souvent un petit peu lent et qui mérite d'être reboosté. Comment faire venir aussi des jeunes dans nos associations. Mais avant, je vais laisser Gwendoline gérer la partie technique. Je vous laisse la main. Bonjour à toutes et à tous, je suis Gwendoline Bénidir-Conan, chargée de développement territorial au mouvement associatif de Bretagne et notamment en charge de la coordination des assises régionales de la vie associative dans lequel s'inscrit cet atelier. C'est juste avant de commencer, je voulais vous prévenir que cette visioconférence est enregistrée. Donc voilà, pour que vous sachiez, si vous ne voulez pas que votre visage apparaisse, je vous invite à couper votre caméra. Sinon, vous pouvez la laisser ouverte parce qu'en effet, c'est aussi bien pour les intervenants qui vont parler de voir à qui ils parlent. Alors, on va avoir différents retours d'expérience lors de cet atelier. Je vous invite à poser vos questions au fil de l'eau via le chat et puis il y aura un moment à la fin de l'atelier où on synthétisera et on pourra poser les questions aux intervenants. Mais n'hésitez pas à poser vos questions au fil de l'eau pour pas les perdre. Et je vais juste projeter un petit quelque chose pour ceux qui ne sont pas tout à fait familiers avec Zoom, pour vous montrer aussi rapidement comment ça marche. Donc en bas en fait, de votre écran, vous avez une petite barre noire qui vous permet d'activer, désactiver votre micro. L'idéal, c'est en effet que tous les micros soient désactivés, sauf pour ceux qui parlent, parce que ça peut faire des interférences. La même chose pour la vidéo, que vous pouvez activer, désactiver. L'onglet participants vous permet d'afficher en haut à droite les participants qui sont là. Et l'onglet converser, que vous pouvez activer également, vous permet d'accéder au chat. Il y a un petit bouton là, vous voyez, avec le petit smiley qui s'appelle réaction, où dedans, ça vous permet à un moment donné de réagir sans prendre la parole, sans interférer, d'applaudir ou de mettre un pouce parce que vous trouvez ça bien. Voilà, donc n'hésitez pas à utiliser ces petits outils-là. Et puis, je pense que j'ai tout dit. Je vous souhaite un bon atelier à tout le monde. Et je remercie Climaction pour cette proposition d'atelier sur une question qui concerne vraiment la vie associative et qui revient souvent. Et voilà, je pense qu'on va vivre un atelier très riche. Donc, merci à vous. Et je vous laisse du coup, Dominique, reprendre la main. Merci à vous également de nous avoir invités. Oui, effectivement, je souhaitais également me présenter dans un deuxième temps. Je suis Dominique Piriot, je suis la présidente de l'association Climaction. Peut-être un mot sur cette association qui est très récente et qui n'est sans doute pas connue par tous les participants de cet atelier. Climaction Bretagne Sud a été créée en 2015, donc une association qui a 5 ans. Qui a pour objectif d'agir face au changement climatique, donc de sensibiliser, de promouvoir, d'agir pour préparer notre territoire au changement climatique. Aujourd'hui, nous avons environ 600 adhérents. Nous avons également professionnalisé notre association puisque nous avons 4 salariés. 2 jeunes en service civique, des très jeunes puisqu'elles sont mineures, un apprenti et une stagiaire. Voilà, alors cet atelier va se dérouler en 4 temps, si vous voulez bien. Donc, je vais faire un petit état des lieux sur le bénévolat dans nos associations. Un deuxième temps sur les actions qui sont mises en œuvre pour peut-être faire venir des jeunes, peut-être également faire venir des personnes plus âgées dans les associations. Le troisième temps, ce sont des initiatives positives dans le cadre de cet engagement des bénévoles. Et le quatrième temps sera plus consacré à des questions-réponses, donc des questions que l'on va évidemment récupérer. Gwendoline vous l'a dit, on récupère vos questions et on y répondra dans la mesure du possible, bien évidemment.
Nous avons également 4 intervenants. Juste un petit mot sur ces 4 intervenants. Enfin, il s'agit je vais les prendre dans l'ordre. Julie Pasquer de l'Université catholique de l'Ouest, Soisic Di Bianco, qui est cofondatrice de Climaction, elle est toute jeune, Christian Lemoine, qui est conseiller municipal à Vannes, et Stéphane Gravelot, qui est au Scout et au Guide de France. Donc, ils interviendront en 2 temps. Un premier temps pour présenter donc, des actions, et dans un deuxième temps, des initiatives qu'ils ont lancées. Alors, un premier point sur un petit état des lieux, juste quelques chiffres. Il y a 16 millions de bénévoles en France. Je me suis posé la question de savoir si ces 16 millions, si ce chiffre évoluait. En fait, il évolue relativement peu. Le nombre de bénévoles se maintient depuis plusieurs années, semble-t-il. Des bénévoles qui sont regroupés dans 1 million d'associations, des associations évidemment très, très diverses, sportives, humanitaires, culturelles, etc. Alors, qui sont les bénévoles de nos associations à l'heure actuelle? J'ai regardé plusieurs enquêtes qui ont été réalisées. Le bénévole est une personne plutôt âgée, semble-t-il. Il y a autant d'hommes que de femmes. Il est dit, malheureusement, que les hommes sont plutôt au poste de responsabilité et que les femmes sont des petites mains. Bon, eh bien, ça, on pourra aussi en rediscuter. C'est peut-être moins l'objet de cet atelier, mais c'est un élément aussi important. Les bénévoles sont soit des jeunes. Les jeunes se mobilisent. Il semblerait que 29% des 15-24 ans sont bénévoles dans une association, soit des retraités, c'est-à-dire des personnes de plus de 65 ans. Les retraités ont évidemment un peu plus de temps et les jeunes, quant à eux, veulent avoir une première expérience valorisable et ils souhaitent généralement s'engager. Quel est le niveau aujourd'hui d'engagement des bénévoles? Toujours dans les enquêtes que j'ai pu consulter, 2 millions, c'est-à-dire environ 17% des bénévoles interviennent régulièrement, c'est-à-dire plus d'une journée par semaine. Mais on sent de plus en plus beaucoup d'hésitation à s'engager de manière régulière et à s'engager sur la durée. Il semblerait qu'il y ait un petit peu moins d'assiduité à la suite et au fonctionnement dans les associations. Enfin, pourquoi les bénévoles s'engagent? Eh bien, pour s'impliquer dans la vie locale, pour recréer du lien social, en particulier, c'est le cas par exemple pour les retraités, pour partager, pour défendre des valeurs communes, bien sûr, et puis pour se réaliser tout simplement. Enfin, mais quels sont les freins pour s'engager? Pourquoi aujourd'hui des freins et on les ressent de plus en plus? C'est aussi un manque de temps. C'est le sentiment de ne pas être à la hauteur, la peur de responsabilité quelquefois, et puis la professionnalisation qui peut être ressentie parfois comme un frein. Alors, les demandes des bénévoles aujourd'hui, eh bien, une demande de formation, d'acquisition de compétences, une demande aussi d'adapter des horaires, des emplois du temps qui pourraient correspondre aussi aux possibilités d'accès pour les jeunes, pour les retraités, mais aussi pour toute cette tranche d'âge qu'on voit moins parce elle est dans le monde du travail avec des enfants et toujours plus difficile à mobiliser. Une autre demande des bénévoles, c'est la reconnaissance, la confiance, la valorisation des actions qui sont lancées, mais aussi, et c'est important, la convivialité. Convivialité dans nos associations, c'est un élément peut-être aussi qui pourra faire un renouvellement plus important. Des bénévoles qui sont donc
plus exigeants, important évidemment de les motiver pour ne pas les perdre. Comment répondre à leurs attentes, comment accueillir de nouveaux adhérents, et comment accueillir des plus jeunes. Il nous semble important aussi d'accueillir ces jeunes. Est-ce qu'on les prépare à s'engager? Est-ce qu'on leur laisse une place quand ils veulent se mobiliser, quand ils veulent s'engager dans une association? Et comment donner envie, en fait, de se retrouver ensemble pour s'engager comme citoyens, comme élus également. Les jeunes n'ont pas toujours leur place, en tout cas une place suffisante dans certaines collectivités. Est-ce qu'il y a des stratégies à mettre en place? Voilà, pour répondre à toutes ces questions, je propose à nos intervenants de nous présenter les actions qu'ils ont pu mettre en place. Je ne sais pas si Julie est arrivée. Julie Pasquer. Je suis là. Oui, vous êtes arrivée. Bonjour. Bonjour. Nous avions convenu que vous preniez la parole tout de suite. Si vous voulez nous parler, en fait, vous êtes en lien avec des jeunes, avec des étudiants. Vous intervenez à l'Université catholique de l'Ouest. Voilà. Que vous disent vos étudiants? Qu'est-ce qu'ils souhaitent? Est-ce qu'ils sont sensibilisés à ce monde associatif? Voilà, est-ce que vous pouvez nous parler des jeunes étudiants? Oui, alors merci beaucoup Dominique. Donc effectivement, pour reprendre la thématique qui était annoncée avec mon nom sur l'atelier, des attentes, des envies et des projets chez les jeunes, moi ce que je constate dans mon métier d'enseignante-chercheuse depuis 11 ans, c'est que des projets, des envies, ils en ont. Et je crois d'ailleurs que par rapport à la thématique de l'environnement et de l'écologie, les jeunes nous l'ont bien montré ces dernières années. Et c'est vraiment des choses que l'on constate aussi à l'échelle des campus. Donc, les jeunes dont je vous parle, ce sont les étudiants, puisque c'est la communauté que je connais le mieux chez les jeunes et que je côtoie quotidiennement. Et donc, pour eux, la vie étudiante, déjà, c'est un moment qui est à part, puisque c'est aussi le moment, pour certains, ça coïncide avec le moment où ils s'émancipent du cocon familial. Et donc, il va se créer comme ça un certain nombre de connexions, de demandes de liens sociaux et de créer des projets. Et c'est vrai que dans cette envie de faire ensemble, les associations étudiantes ont un rôle important à jouer. Donc, je crois que vraiment le meilleur exemple d'engagement qu'on peut relever chez les étudiants, c'est justement l'engagement dans les associations étudiantes. Alors, j'ai regardé avant cet atelier pour voir un petit peu, parce que je sais qu'elles sont nombreuses. Le dernier chiffre que j'ai trouvé, c'est qu'il y en a 10 000 associations étudiantes en France. Donc, c'est pour vous montrer à quel point les jeunes sont actifs dans les campus, dans les écoles, les universités. Et donc, ce chiffre, il est tout à fait considérable. Alors, dans cet engagement, il est aussi porté et soutenu par les structures, que ce soit les universités d'État via le FSDIE, le Fonds de solidarité des initiatives étudiantes, par les CROUS, par les collectivités pour certains projets, et chez nous à l'UCO, c'est la direction aussi qui soutient ces initiatives associatives. Alors, le soutien chez nous, pour parler de mon exemple à moi, qui pourra peut-être résonner chez certains, mais chez nous, ça se concrétise par aussi une personne qui est dédiée à cette fonction au sein de l'équipe. Et donc, on a un collègue, Guénaël Leyondre, qui est responsable de la vie étudiante et qui va se charger justement de les accompagner. Parce que ce qu'on remarque, c'est que les jeunes ont beaucoup de projets, ont beaucoup de ferveur, et ils ont aussi besoin de cet accompagnement et qu'on peut leur fournir à l'université, que ce soit dans les cours. Vous parliez de formation tout à l'heure, on peut adosser ça à certains enseignements, mais aussi plus généralement sur le fonctionnement associatif, avoir un compte bancaire, qu'est-ce que ça implique par exemple, déposer des statuts. Donc voilà, il y a une organisation au sein de l'UCO-BS et on a décidé, parce qu'on est une petite université, d'avoir une association des étudiantes, donc qu'on appelle l'ADE, et qui est valable pour toutes nos filières à l'UCO-BS. Donc, je vous disais, on est une petite université, on a à peu près un peu moins de 1000 étudiants sur le campus. Pour autant, avec ces étudiants, on se rendait compte qu'en fait, ils avaient tendance à multiplier les associations. Et la vraie question qui se posait pour nous, c'était comment on pouvait faire en sorte qu'elles se pérennisent, puisque les étudiants partant
n'avaient pas forcément bien passé le relais avec ceux qui arrivaient en première année, et donc on se retrouvait avec des comptes bancaires à l'abandon qu'on devait gérer. Donc il y a eu cette idée de centraliser via cette association des étudiants, et qui est coordonnée par mon collègue, donc Guénel Le Yondre. Et cette association, elle permet vraiment au campus de vivre. Donc, elle rythme l'année. Hein. On a des événements. Alors, ça va d'un petit déjeuner à une soirée de gala, un voyage au ski, par exemple, des compétitions sportives aussi, puisqu'il y a une association des étudiants en sport. Donc, cet engagement, on le sent, si vous voulez, quotidiennement quand on est membre d'un campus universitaire, et je pense que c'est valable pour mes collègues d'autres universités. Et il en dit long sur l'engagement des jeunes et ce qu'ils sont capables de faire. Moi, ce que je peux dire de mon expérience en tant qu'enseignant, c'est que je remarque que quand les étudiants travaillent sur des sujets qu'ils affectionnent, quand ils sont mobilisés sur un projet qu'ils conçoivent de toutes pièces, ils sont capables de soulever des montagnes. Alors, je ne suis pas en train de dire par là qu'il faut les faire travailler que sur ce qu'ils aiment ou les faire créer en permanence, mais en tout cas, c'est vraiment un constat que j'ai. On le voit sur des événements qui marchent bien autour de l'entrepreneuriat. Puisque les étudiants arrivent à s'en saisir, arrivent à relever des défis et à surmonter des difficultés. Donc ça, c'est ce que je peux vous dire de mon point de vue d'enseignante-chercheuse à l'UCOBS sur ce qui se passe sur le campus et sur ce qu'on voit de l'engagement des étudiants. Et les bénéfices sont multiples puisque les associations étudiantes leur permettent de développer énormément de compétences. Donc c'est vraiment complémentaire avec ce qu'ils peuvent avoir par ailleurs dans les enseignements. Merci beaucoup Julie. C'est vrai qu'il y a une vraie dynamique dans ces universités. On espère bien sûr que cette dynamique se poursuivra pour eux lorsqu'ils rentreront dans le monde professionnel. Et on verra aussi qu'il y a un certain nombre d'autres structures qui permettent aussi d'aider des plus jeunes. On verra tout à l'heure avec Stéphane Gravelot. Je réponds à cela parce qu'il y a une petite question sur et les plus jeunes. Donc, on le verra également. Enfin, mais je vais passer la parole et on synthétisera tout à l'heure. Je vais passer la parole à Christian Lemoine, qui, lui, va nous parler de l'intégration des jeunes aussi, mais dans les conseils municipaux. On voit que les conseils municipaux, eh bien, ont parfois des difficultés à recruter dans leur liste des jeunes. Alors, voilà, comment faire pour les intégrer, Christian? Enfin, toi qui es conseiller municipal à Vannes. Oui, alors ça c'est une des questions centrales, c'est comment les intégrer, parce que sur ce qu'ils font, je pense qu'il n'y a pas de souci, ce sont des lieux, c'est né un peu dans l'éducation populaire, hein, tout ce besoin de citoyenneté et d'éducation à la citoyenneté, et les élus ont repris ça dans l'organisation de conseils municipaux. Et je pense que sur le contenu, ce sont de vrais lieux où les jeunes peuvent prendre des décisions. Alors après, il y a des animateurs, souvent adultes, qui les accompagnent. Et après, chaque commune, je crois qu'il y a 2500 communes qui ont des conseils municipaux de jeunes. Ça leur permet de… chacune va développer un petit peu comment elle le ressent. La plupart du temps, ils gèrent un petit budget, ils prennent des décisions. Il peut y avoir des liens avec les élus municipaux en place, les adultes, etc. Moi, ce que je retiens surtout là, c'est la question, c'est comment associer les jeunes. L'expérience vantaise, alors moi, je la suis d'un peu loin parce que je suis conseiller municipal d'opposition, donc je ne peux pas approcher comme je voudrais toutes les instances qui sont mises en place. Ce que j'observe, c'est que à Vannes, depuis pas mal d'années maintenant, ils ont choisi de sélectionner les candidats sur une lettre de motivation. Et ça ne passe pas par un processus d'élection. Et je sais que, alors moi, en tant que conseiller municipal d'opposition et mon groupe, on intervient régulièrement
pour regretter que justement, ce ne soit pas un processus démocratique qui est la première pierre de l'apprentissage justement de la démocratie, c'est de la vivre. Hein. Et moi, j'ai connu ça. Alors là, en tant que parent, quand mes enfants s'y sont présentés ou pas d'ailleurs, il y avait vraiment à une époque moyen pour des jeunes de s'exprimer, de dire ce qui les intéressait auprès d'autres. Il y avait des élections en interne entre jeunes, par collège, par lycée, etc. Et ça leur permettait vraiment d'exercer leur démocratie. Là, ils envoient une lettre et il y a un comité d'adultes qui nomme les conseillers municipaux qui sont retenus. Voilà. Alors, je ne vais pas caricaturer en disant que bon, il y a pas mal d'enfants d'élus qu'on retrouve aussi dans ces conseils municipaux. Voilà, ils sont sélectionnés. Donc, ça pose un vrai problème d'éducation à la citoyenneté. Je crois que la démocratie, il faut la vivre. C'est un lieu qui est intéressant pour ça, si toutefois on les laisse prendre de l'initiative. Voilà. Merci Christian. Donc effectivement, tout faire aussi pour que les très jeunes s'engagent dans le monde politique, dans les conseils municipaux, et qu'ensuite ils continuent cette démarche lorsqu'ils seront plus âgés. Donc on a vu des jeunes et des étudiants, des jeunes dans les conseils municipaux. Monsieur Stéphane Gravelot, vous intervenez plutôt dans des mouvements de jeunesse. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, les mouvements de jeunesse sont un moyen de se préparer aussi pour s'engager plus tard? Oui, bonjour à tous. Oui, donc je suis Stéphane Gravelot. Je suis bénévole, comme vous l'avez dit, Dominique, chez les Scouts de France. Hein, donc, je suis délégué territorial, donc j'ai en charge le territoire du Morbihan pour l'association, parce que les Scouts de France est une association nationale de presque 90 000 adhérents. Et alors, en vous écoutant, je me disais que voilà, je peux peut-être témoigner sur deux axes. Hein. Le premier, c'est l'essence même d'un mouvement scout, c'est d'éduquer des jeunes pour qu'après ils soient des citoyens engagés et artisans de paix. Hein. C'est le projet pédagogique central du scoutisme que je représente. Donc, j'espère qu'on arrive à en faire ça. Donc, c'est vrai que les mouvements d'éducation populaire, de façon plus générale, ont dans leur gène ces objectifs-là. Alors, le constat, c'est que ces mouvements-là, de façon générale, ont tendance plutôt à baisser en influence. Hein. Alors, le scoutisme reste une exception, hein, parce que les effectifs augmentent tous les ans, mais on voit quand même que ces mouvements-là ont du mal quand même à répondre aux enjeux de la société actuelle et des jeunes actuels qui une société beaucoup plus individualiste et voilà, avec des appétences pour les numériques, pour des vies en société un petit peu différentes de ce qu'on pouvait proposer auparavant. Donc nous, on a la chance d'être un mouvement d'éducation populaire où on propose des activités dans la nature, et je pense que ça fait écho à beaucoup de choses aujourd'hui dans la société. Et autrement, c'est vrai que ces mouvements-là sont globalement plutôt en perte de vitesse, ce qui est dommage, hein, parce que l'objectif est bien au centre de nos échanges. Donc ça veut dire que ça se fait autrement. Hein. Aussi, moi je suis assez optimiste. Hein. On a vu tout à l'heure dans les témoignages qu'il y a plein de choses aussi qui se créent en parallèle. Et puis le deuxième axe, c'est que dans la méthode scout, on éduque des jeunes hein, de 7 à 17 ans, mais avec un encadrement de jeunes adultes. Donc ça, c'est très original, c'est-à-dire que les animateurs de l'association, on peut commencer à faire de l'accueil du scoutisme, être en animation à partir de 17 ans hein, en France. Hein, donc on a des jeunes de 17 ans jusqu'à en moyenne 25 ans. Donc ce sont des jeunes adultes aujourd'hui qui consacrent des week-ends, des soirées de préparation et même une partie de leurs vacances scolaires ou de leurs congés professionnels pour passer du temps avec des jeunes et leur transmettre en fin de compte ce qui leur semble essentiel pour eux.
Alors, en préparant un petit peu mon intervention, j'ai regardé sur la Bretagne, parce que comme on est sur un périmètre breton, je vais étendre un petit peu. On a à peu près 500. Aujourd'hui, nous, dans notre association, on a 500 jeunes de ce type-là, hein, qui consacrent vraiment beaucoup de temps pour accompagner des plus jeunes. Donc, alors, c'est vrai qu'une bonne partie ont déjà fait du scoutisme auparavant, hein, donc ce qui fait, c'est qu'on a une sorte de boucle, nous, de l'engagement, hein, dans notre association, c'est l'essence même. C'est-à-dire que les jeunes, ils ont été accompagnés par des jeunes adultes, puis après, ils se disent, tiens, pourquoi pas moi, quand je deviens plus grand, et à mon tour, je transmets. Et je trouve que cette boucle-là est très vertueuse. Alors, on a à peu près, on va dire, 70% aujourd'hui des animateurs qui sont issus de cette boucle-là, et puis 30% qui viennent par plutôt des connaissances, voilà, un animateur qui fait venir un copain ou une copine, voilà, qui permet un petit peu de compléter ces activités-là. Alors, votre micro est coupé, Dominique. C'est bon. Merci. Merci à vous. J'espère que le son est meilleur maintenant. C'est vrai que je reviens sur ce mouvement scout. Nous, on a considéré que c'est un mouvement vraiment d'apprentissage aussi à la vie associative, un mouvement aussi d'éducation populaire. C'est vrai qu'il est bien dommage qu'il ne soit pas en pleine expansion, mais c'est aussi un outil intéressant pour accompagner des jeunes et les amener en fait à intégrer les associations tout simplement comme bénévoles. Eh bien, nous avons aussi une jeune bénévole, Soisic Dibianco, qui est bénévole à Climaction et qui a été cofondatrice avec nous de cette association en 2015. Voilà, donc Soisic, ton expérience associative comme jeune, est-ce que tu peux nous la transmettre? Oui, bonjour à tous. Donc moi, mon expérience, si jamais je retrace ma trajectoire associative, j'ai commencé très jeune, je voyais ça dans les commentaires sur le côté. Effectivement, moi j'ai commencé en association à 11-12 ans au collège. On avait créé une troupe de théâtre au collège, donc voilà, accompagnée plutôt par des adultes, en soutien. C'était dans le cadre de l'association des jeunes d'Aradon. l'AJA, ça s'appelait. Et donc, avec un ensemble de groupes de jeunes qui faisaient aussi, il y avait de mémoire un théâtre, il y avait du sport, il y avait tout un tas de choses. Nous, on avait monté notre troupe, ça a duré toutes les années collège. Après, la règle, c'est qu'en partant au lycée, on laisse la main aux nouveaux arrivants du collège. Donc, en arrivant au lycée, je me suis engagée, pareil, dans une troupe de théâtre qui était propre au lycée. Et en même temps, comme j'avais moins de rôle dans l'association qu'auparavant, je me suis engagée dans le conseil de vie lycéenne. Je ne sais pas si c'est quelque chose qui vous semble familier, mais histoire de voir un peu comment fonctionne un lycée. C'était l'enthousiasme aussi du lycée, sans doute, même si j'avais jamais entendu, comme Monsieur Lemoigne, parler des jeunes au conseil municipal, ce qui m'aurait sans doute intéressée. Mais... Donc j'ai découvert la vie du lycée comme ça. Et ensuite, plus tard, donc en partant dans mes études supérieures, j'ai dû déménager parce que j'étais en Bretagne, je suis partie à Lyon, donc quitter mes associations. Une fois à Lyon, j'ai rejoint effectivement un campus qui était par contre très restreint, donc avec assez peu d'associations en interne, surtout des associations sportives, ce qui ne correspondait pas trop à ce que je cherchais. Donc, je suis plutôt, cette fois, allée m'engager en dehors de mon campus. J'ai rejoint d'abord la FRAPNA, qui est une association naturaliste sur Lyon, pour tout ce qui est arrachage de plantes envahissantes, ce genre de choses, comptage d'oiseaux ou de hérissons. Et ensuite, dans le cadre, notre université nous incitait à monter des projets associatifs. Donc là, avec un groupe d'amis, on a monté la première antenne jeune de l'UNICEF, qui s'appelait l'UPEL, UNICEF Pôle étudiant de Lyon. Et autre virage dans ma trajectoire, c'est quand il a fallu que, quand mes études se sont terminées, je suis revenue en Bretagne, donc en même temps, à la fois une rupture avec ces nouvelles associations et la nécessité, en tout cas l'envie de mon côté de rejoindre d'autres associations du côté de Vannes. Et donc c'est là que, alors j'ai cherché des associations qui m'intéressaient, j'en ai pas vraiment trouvé, qui m'ont parlé.
Donc, j'avais grandi aussi, j'ai fait des études en agriculture et environnement. Donc, j'avais envie plutôt de débats, de discussions sur la façon dont ce que j'avais vu en cours faisait écho à ce que je voyais sur le territoire, notamment sur le territoire breton. Et donc, plutôt que de m'engager dans une association, j'ai rejoint un engagement politique local dans lequel j'ai rencontré du coup les futurs membres de Climaction. Et je me suis rendu compte, bon, c'était certes très intéressant d'avoir un engagement politique, des discussions très riches, mais par contre, il me manquait cet engagement concret. Et donc, c'est comme ça qu'on a, avec Dominique et avec Cécile et d'autres, décidé de créer, c'était l'alignement des planètes, on a créé Climaction, dans laquelle moi, j'ai complètement retrouvé ce que je cherchais, à la fois des rencontres avec des gens qui avaient des parcours très variés, très intéressants, des grandes discussions, et puis la partie engagement, projet, etc. Donc, pour Climaction, alors après, voilà, mon parcours il est particulier parce que du coup, je pense que c'est emblématique de tous les étudiants, c'est un parcours de rupture et de continuité. Mon grand drame, c'est que du coup, j'ai poursuivi mes études, donc il a fallu que je quitte Vannes, donc je requitte Climaction. Et donc, c'est là où moi, je salue les nouvelles technologies qui nous permettent de rester en lien, même si j'ai poursuivi mes études sur Angers, maintenant sur Nantes. Donc, c'est un engagement qui est différent, mais qui tient par rapport à Climaction, justement parce qu'ils font peut-être plus que les autres associations que j'ai rencontrées jusque-là, une grosse part au travail à distance et à l'engagement plus distant, plus espacé, plus ponctuel que d'autres associations. Donc pour Climaction, je ne sais pas si tu veux que je rentre dans les détails, Dominique, mais pour Climaction, en général, ensemble, on organise des débats, des discussions, on fait des rédactions, on rédige des textes, je participe potentiellement à accompagner des projets quand je peux aider à mûrir des projets. Je fais écho aussi à ce qui se passe sur d'autres territoires, par exemple ce qui fait écho entre le territoire breton et les Pays de la Loire dans lesquels je suis maintenant plus engagée. Donc voilà, je ne sais pas si tu voulais d'autres informations. Non, c'était important de connaître le parcours d'une jeune qui s'est mobilisée depuis très très longtemps dans les associations, qui continue à se mobiliser, et preuve que les jeunes sont toujours enthousiastes et que les bénévoles. Excusez-moi, je lis en même temps quelquefois quelques questions ou quelques remarques. C'est la preuve que les jeunes gardent parfois toujours leur enthousiasme, même après la faculté. Et pour nous, c'est important d'avoir des jeunes dans notre structure. D'ailleurs, je vais en profiter pour refaire peut-être un petit point. Je te remercie, Swazik. Peut-être faire un petit point justement sur notre association Climaction. Je vous ai dit tout à l'heure que notre association est récente. Nous l'avons créée en 2015, donc dans le contexte des accords de Paris. Et aujourd'hui, nous avons 600 adhérents. Une association qui s'est développée très, très rapidement. Et nous avons bien sûr réfléchi à cet accueil non pas de nouveaux adhérents, mais d'adhérents dans un premier temps. Et les adhérents sont venus assez facilement et on s'est posé la question, pourquoi un nombre d'adhérents aussi rapidement? Eh bien, peut-être que la thématique est porteuse. Le changement climatique, c'est aujourd'hui un thème qui concerne tout le monde et beaucoup de gens veulent s'investir face au changement climatique. Sans doute l'état d'esprit dans lequel nous nous mobilisons. Nous sommes toujours dans une démarche positive. Alors, pas d'agression, pas de posture figée, surtout pas. Pas de revendication non plus. Nous essayons d'être uniquement constructifs, mobiliser, mettre en place des actions, promouvoir les acteurs. Je pense que cette démarche doit plaire, en tout cas on l'espère. Les thématiques sont également très variées.
Soisic s'est orientée vers la partie agriculture, alimentation. Elle nous aide beaucoup sur cette thématique, mais nous avons beaucoup d'autres thématiques puisque le changement climatique, malheureusement, balaye énormément de problématiques sur l'énergie, sur les déplacements, sur la biodiversité. Et cette variété des thématiques évidemment intéresse aussi de nombreuses personnes qui se retrouvent sur des thèmes différents. Enfin, nous organisons des moments festifs. J'ai dit tout à l'heure, et nous ne le savions pas, mais nous l'avions sans doute anticipé. La convivialité, c'est certainement un moyen aussi d'accueil et un moyen pour garder nos adhérents. Chaque réunion, chaque événement se termine toujours par un pot, par un moment de convivialité. Et notre événement annuel, qu'on appelle un climat de fête, il porte bien son nom, eh bien, c'est un moment où on rassemble tous les acteurs du territoire, où on essaie de promouvoir aussi ces acteurs et on travaille aussi sur une thématique précise. La transmission du savoir. La transmission du savoir, c'est important. Dès le départ, à Climaction, on a organisé des mensuels sur des thématiques tout à fait variables, tout à fait différentes chaque mois, avec des professionnels, des scientifiques. Et chacune de nos mensuels rencontre un écho. Nous avons toujours énormément de personnes, d'adhérents ou de non-adhérents qui viennent à ces différentes conférences. Et donc l'importance aussi de la communication. On essaie de communiquer au maximum pour informer sur ces différentes thématiques. Voilà les actions qu'on essaie de mettre en œuvre pour accueillir nos adhérents. Pour accueillir des jeunes, on a essayé aussi de réfléchir comment faire en sorte qu'ils viennent, qu'ils se sentent bien aussi à Climaction. Et bien, comment aussi leur donner l'opportunité de participer. Eh bien, les statuts, nous avons revu les statuts de l'association pour permettre l'accueil des adhérents à partir de 16 ans au conseil d'administration. Enfin, nous avons une jeune fille de 17 ans qui est au conseil d'administration. Enfin, nous avons revu le montant de l'adhésion parce que ça peut aussi être un frein. Donc, nous avons revu le montant d'adhésion pour les plus jeunes et pour les étudiants. Enfin, nous avons aussi choisi d'accueillir des services civiques. C'est aussi un moyen pour les jeunes de s'impliquer dans le monde associatif, de se faire aussi une expérience. Et les jeunes services civiques que nous avons choisis, ce sont deux jeunes filles qui sont mineures et qui ont besoin d'avoir une petite passerelle pour repartir dans leurs études, pour s'insérer par la suite dans le monde professionnel. Alors après, nous adaptons aussi nos différentes activités en fonction de l'âge de nos adhérents, des projets en lien avec le climat. Et nous avons une de nos actions, une action importante, c'est la sensibilisation des jeunes dans les écoles. Nous intervenons depuis quelques années auprès des très jeunes, des CP, CM1, CE1, etc. Nous intervenons dans les lycées, dans les collèges et nous intervenons aussi auprès des étudiants pour parler changement climatique, déplacement, économie d'énergie. Voilà, un moyen aussi de les sensibiliser au changement climatique, mais un moyen aussi de leur faire découvrir un monde qu'ils ne connaissent peut-être pas toujours, c'est le monde associatif. Voilà comment Climaction essaie de garder le lien avec les bénévoles et puis comment on essaie aussi d'accueillir au mieux de nouveaux bénévoles et en particulier les plus jeunes.
Voilà, je propose donc peut-être regarder les quelques questions, je les lis en même temps. Enfin, on peut parler des dispositifs junior association. Oui, il existe un dispositif junior association qui peut aussi aider les jeunes à s'impliquer. Il y a beaucoup de questions en fait. C'est un petit peu compliqué. Voilà, le climat, les jeunes se l'approprient parce qu'ils y voient une évanescence. Effectivement, nous avons aussi une thématique qui peut peut-être intéresser particulièrement les jeunes, mais on retrouve aussi les jeunes dans de nombreuses associations sportives, culturelles. Je pense qu'on peut les accueillir facilement sur une grande diversité d'associations. Enfin, Christophe, alors, qui est Christophe qui peut parler du dispositif Junior Asso? D'accord. Voilà, vous avez fait une proposition. Je pense qu'il est pertinent que ce soit vous qui en parliez. Vous en parlerez mieux que nous. Bonjour. Bonjour. Bonjour à toutes et à tous. Oui, donc j'entendais vos présentations des différentes actions portées par votre association, par les associations étudiantes, par les mouvements de scoutisme. Et c'est vrai qu'il existe aussi un autre dispositif national qui s'appelle le dispositif Junior Association, qui permet à des jeunes dès 11 ans de se mettre en association, de bénéficier d'un accompagnement, de pouvoir monter leur propre projet. Et comme c'est un projet qu'ils construisent eux-mêmes, qu'ils portent en eux-mêmes, eh ben l'engagement il est d'autant plus fort et il a d'autant plus de sens pour eux. Et des juniors associations, on en a sur tout le territoire, sur tout le département. C'est un dispositif porté par l'État et par 3 fédérations, la Fédération des centres sociaux, la Fédération de l'MJC, la Ligue de l'enseignement. Et ces 3 mouvements, dans chaque département, ont des relais départementaux qui aident les jeunes à construire leur projet. Et du coup, on a des projets d'environnement, des projets sportifs. Et là, parmi nous, aujourd'hui, là, dans notre temps, on a des relais départementaux qui sont là, on a des jeunes également, des anciens juniors associations qui sont ici. Les juniors assos, c'est vraiment le dispositif permettant de s'engager dès le plus jeune âge. C'est vraiment un levier et un outil qui permet aux jeunes d'inscrire dans leur construction citoyenne la capacité à l'engagement. C'est un peu ce que relevait Roger Su dans la conférence de samedi, où il disait qu'un des piliers de l'engagement, c'est l'engagement dès le plus jeune âge. Et oui. Junior Asso étant la possibilité de monter son propre projet, il a tout son sens. Donc nous, on relève une difficulté avec Junior Asso, c'est que c'est un dispositif qui n'est pas assez connu. Les jeunes n'ont pas assez, enfin, il n'y a pas assez de jeunes, enfin trop peu de jeunes ont connaissance du dispositif qui leur permettrait de monter leur propre projet. Donc je pense que ça mériterait une plus grande diffusion d'informations auprès des jeunes, que ce soit en milieu scolaire ou extrascolaire. Et bien, j'espère que vous allez être entendus. Et que ce dispositif va être relayé le plus largement possible. Alors, je vous ai mis le lien vers le site internet, hein, c'est un site national, hein, puisque c'est un dispositif national qui a 20 ans, qui a 22 ans maintenant, puisque ça a été fondé en 1998. En Côte d'Armor, puisque moi je suis costarmoricain, on a près de 100 jeunes qui sont engagés en Junior Asso. Ça va de 11 ans, des jeunes qui font un club climat, jusqu'à 17 ans, des jeunes qui font une asso de sport, qui organisent des actions de sport parcours. Et en Morbihan, Finistère, Ille-et-Vilaine, pareil. Pour la Bretagne, je pense que cette année, on doit être à près de 500 jeunes de moins de 18 ans qui sont engagés et qui montent leur propre projet. Je crois que c'est assez significatif et que passer à côté de ça, c'est passer à côté de beaucoup de choses. Oui, vous avez tout à fait raison. Alors, Gwendal Guillaume propose également une petite intervention, s'il veut intervenir. Oui, bonjour à tous, vous m'entendez bien? Oui, merci.
J'imagine que oui. Très bien, Sinon, ouais. faites-moi signe. Parfait. Je voulais partager un constat là que depuis le départ dans les prises de parole, il y a très peu de jeunes. Dans le temps précédent, on a évoqué l'accompagnement, la coordination, on a évoqué beaucoup de choses, la coopération aussi, en se disant qu'il y avait deux facteurs qui étaient plutôt intéressants de mettre en avant. C'était la question du temps qu'on manque. J'imagine que c'est pour cette question-là que très peu de jeunes sont présents aujourd'hui, parce que voilà, on est lundi, et le lundi, on n'a pas l'habitude de sécher les cours. Et puis la question de la culturation. Si on n'a pas une culture de l'engagement dès le plus jeune âge, une culture de la coopération, comment est-ce qu'on peut faire associatif et comment est-ce qu'on peut s'engager plus tard? C'est beaucoup plus compliqué. Lors de la Braille-Scope, il y a 2 ans, on avait eu à peu près le même schéma, où il y avait une journée qui était dédiée à la jeunesse, et puis en fait, c'était des gens qui n'étaient pas jeunes qui en parlaient. Et ça avait posé problème parce qu'il y a toujours une différence entre l'intention et entre la prescription, entre l'intention qu'on met derrière une action, et puis le vécu, la manière réelle dont elle est perçue. Et du coup, parler des jeunes sans les jeunes, il y a quelque chose comme voilà, il y a ce paradoxe-là. Pendant la Braille-Scope, du coup, ce qui s'était passé, c'est que dans l'amphi, on l'avait pointé du doigt, les élus nous avaient écoutés, les organisateurs aussi, et puis finalement, les jeunes étaient montés sur scène. Donc, il y avait eu un espèce de changement, de bouleversement de l'organisation, mais qui avait été très positif. Mais du coup, le schéma se répète exactement, c'est exactement le même schéma, c'est qu'on parle des jeunes, et je ne vois pas les jeunes, et ça me pose problème, vraiment. J'ai l'impression des fois qu'on parle de nous, mais comme si on voulait faire le monde à notre place. Mais il y a toujours une différence entre la prescription et le vécu. Et du coup, je me dis qu'entre le moment de la Braille-Scope et aujourd'hui, il y a quelque chose qui n'a pas forcément évolué. Et ça m'attriste un peu parce que les réflexions, elles étaient très nourries, elles étaient très profondes, et on avait touché du doigt ce phénomène-là. Et du coup, maintenant, il s'agit d'aller au-delà. On ne va pas incriminer les personnes qui sont ici, parce que c'est génial de pouvoir parler de la jeunesse, mais le problème, c'est que les jeunes ne sont pas là. Alors pourquoi ils ne sont pas là? Et moi, je pense qu'en ayant étudié par la suite un peu les questions d'engagement et les questions de posture et les questions de motivation, il y a 3 facteurs. C'est surtout la motivation, enfin, comme on prend le truc par le début. Pour favoriser l'engagement, il faut que la motivation des individus soit intrinsèque. Il faut que ça émerge d'eux-mêmes. On ne peut pas dire là entre nous, ouais, il faut que les jeunes s'engagent, très bien, ils ne sont pas là. Donc, ça ne marche pas. La motivation intrinsèque, elle est satisfaite à partir du moment où 3 critères sont rassemblés. L'autonomie, donc si on veut que les jeunes s'engagent, il faut qu'ils puissent être autonomes, donc il faut qu'ils puissent faire leur propre choix. Donc inutile de réfléchir à leur place, il faut qu'ils fassent leur propre choix. Si on veut que les jeunes s'engagent, il faut aussi qu'ils puissent avoir un sentiment de compétence. Donc il faut les valoriser. Aujourd'hui, l'école, elle ne valorise pas les engagements. Moi, il a fallu que je prenne une césure pour faire des engagements associatifs étudiants, très très lourds. Ça a été un combat. Ça n'a pas été facile. L'engagement n'est pas valorisé. Et je parle de l'université, mais c'est encore pire au lycée, au collège, alors dans les écoles primaires, peanuts. Pourtant, les enfants, ils ont des choses. Quand on organise des BAFA, quand on organise des colonies de vacances, on peut valoriser des engagements. L'institution aujourd'hui ne le fait pas, et pire, non seulement elle ne le fait pas, mais en plus, elle bride les engagements, parce qu'on est sur des logiques compétitives, on est sur des logiques où on recherche la performance, où on recherche l'évaluation constante, la comparaison à l'autre, et du coup, l'émergence de stratégies d'auto-handicap qui sont très néfastes à l'engagement. Donc, l'école apprend à se désengager. Et la troisième chose, donc j'ai parlé d'autonomie, j'ai parlé du sentiment de compétence, et la troisième chose, c'est la relation à autrui. Et donc, pour ça, il faut des espaces pour les jeunes pour qu'ils puissent s'engager. Sauf qu'aujourd'hui, ces espaces, ou bien on arrive, ou bien ils sont déjà là, ou bien c'est une guerre, si on veut un espace, si on veut ouvrir un local, si on veut... Enfin, voilà, c'est très difficile, d'autant plus que cette question d'espace, elle est liée au temps. Si on a un espace, après, il faut pouvoir l'investir, mais pour ça, il faut du temps. Donc, on revient à la question du temps. Donc voilà, ça, c'est 3 ingrédients qu'il faut absolument pour avoir une motivation intrinsèque et favoriser l'engagement des jeunes. 3 ingrédients qui sont absents et qui peuvent expliquer la raison pour laquelle très peu de jeunes sont là aujourd'hui.
Et puis, il y a autre chose encore, c'est la question de la posture. Si on veut que les jeunes puissent s'engager, il faut que les gens qui gravitent autour aient une posture qui permette l'émergence des conditions de cet engagement. Cette posture-là, elle doit être absolument non prescriptive. Et moi, quand j'entends que dans une association, on fait venir des jeunes pour leur transmettre un savoir, quand on étudie la question de l'engagement, on se dit, mince, il nous manque quelque chose. Il y a un grand penseur qui s'appelle Plutarque qui a dit que, en fait, un apprenant, c'est pas un vase vide qu'on remplit, mais c'est une flamme sur laquelle on va souffler, une flamme qu'on entretient. En fait, on ne transmet rien. Et tant que dans la société et dans les associations, on aura cette posture-là de volonté de transmission et pas de volonté de construction et d'émergence des choses, mais les jeunes, ils ne s'engageront pas et on continuera à avoir des rendez-vous associatifs où il y aura 1, 2 ou 3 jeunes qui vont venir parce qu'on est suffisamment débiles pour sécher nos cours et parce que nos cours nous emmerdent un peu. Donc voilà, cette question-là de la posture, elle est ultra importante, elle est fondamentale. Quand bien même on arrive à associer les 3 conditions que j'ai citées précédemment pour faciliter la motivation intrinsèque et donc l'engagement des gens, il faut que la posture soit irréprochable. Il faut avoir une attitude non prescriptive et il faut ne pas chercher la conformation. Donc il faut être un accompagnant qui oscille entre ne pas abandonner l'autre, mais ne pas chercher la conformation. C'est quelque chose dans la société française, dans les sociétés occidentales, qu'on a très très peu l'habitude de faire et qui est pourtant la clé du mystère. Mais tant qu'on n'a pas résolu ça, tant qu'on n'a pas ces ingrédients-là, on va continuer à parler des jeunes sans les jeunes et à faire des politiques jeunesse qui ne sont pas des politiques jeunesse, mais qui sont des politiques inventées pour la jeunesse. Mais encore une fois, il y a une différence, c'est ce que je disais au départ, entre le prescrit et le réel. Je veux bien réagir à ce que vient de dire Gwendal, si tu es OK, Dominique. Oui, bien sûr, vas-y. J'espère aussi qu'il y a d'autres jeunes dans cet atelier. Mais choisis, vas-y, je t'en prie. Oui, alors je suis déjà désolée que tu ne me considères pas comme jeune, ça me fait de la peine, mais je sais bien qu'au bout d'un moment, il faut passer ce cap. Moi, je suis assez surprise par ta prise de parole. Alors, c'est parce que ça ne correspond pas du tout à l'expérience que moi j'ai du milieu associatif. Je pense que tu as dû tomber sur des personnes malheureusement peut-être toxiques ou un peu directives ou étouffantes, je ne sais pas. Toujours est-il que moi, dans mon engagement associatif, j'ai toujours rencontré des gens qui étaient particulièrement ouverts. Par exemple, si jamais je reprends déjà de mes tout débuts dans les associations, heureusement qu'il y avait des adultes pour nous encadrer parce que quand on est jeune, par définition, on a comme seul référentiel adulte nos parents. Tout ce qu'on dit ou ce qu'on fait est contrôlé ou sous la vérification de nos parents. Donc, il y a un moment pour pouvoir s'émanciper en tant qu'enfant. Heureusement qu'il y a des adultes qui nous aident et qui nous accompagnent dans cette prise de parole-là et dans cette responsabilité-là. Ça, je dis quand on est très jeune, quand on s'engage et quand on est très jeune, heureusement qu'il y a ces dispositifs. Alors, je comprends un peu mieux ce que tu veux dire quand on est jeune adulte et qu'on s'engage, c'est-à-dire à partir du niveau universitaire. Là, effectivement, peut-être qu'on pourrait se débrouiller, entre guillemets, entre jeunes sans la présence d'adultes. Moi, j'ai fait le choix d'aller m'engager en dehors de l'université justement parce que cet entre-soi, ça me convenait pas. Alors, je pense qu'effectivement, peut-être que toi, ce que tu recherches, c'est de l'engagement entre jeunes. Moi, personnellement, l'engagement associatif que je recherchais, c'était avec d'autres justement parce que je pense aussi qu'on se construit et qu'on apprend avec des gens qui sont assez différents de soi. Dans mon expérience avec Climaction, ce que Climaction a fait, c'est qu'il nous mettait souvent en binôme. Moi, j'étais en binôme avec un professeur émérite, retraité, donc pas un jeune, et je crois que j'ai rarement autant appris qu'auprès de personnes qui étaient complètement ouvertes, bienveillantes et OK pour discuter avec moi d'égal à égal, alors que je n'avais aucune légitimité pour prendre la parole sur ces sujets-là qui me passionnaient, mais sur lesquels j'avais aucune légitimité et qui me traitaient d'égal à égal. Et pour moi, c'est aussi ça l'engagement associatif, c'est trouver des lieux dans lesquels on nous accueille, on considère qu'on a le droit de s'exprimer, même si parfois ce qu'on dit c'est maladroit ou c'est stupide, peu importe, mais c'est aussi comme ça qu'on apprend. Donc peut-être que tu es tombé dans des
et effectivement, si jamais tu es tombé dans des mauvaises associations ou avec des personnes qui ne sont pas très ouvertes, je pense que c'est aussi comme ça qu'on grandit, en disant à cette personne-là que son intervention n'est pas souhaitable et que ça ne fait pas avancer les choses. Mais je t'invite, dans ces cas-là, soit à remettre cette personne-là à sa place, soit à quitter cet asso et à monter, à créer ta propre entité. Mais en tout cas, je trouve que c'est pas... les jeunes ne sont pas les seuls à pouvoir aider les jeunes dans leur démarche d'engagement et les jeunes ne sont pas non plus les seuls à pouvoir être légitimes pour débattre de comment est-ce qu'on accompagne des jeunes dans leur engagement. Et moi, je pense que mon engagement, il me tient énormément à cœur et il est ce qu'il est parce que mes parents étaient eux-mêmes très engagés et qui m'ont vraiment encouragée et accompagnée dans cette démarche-là. Donc, pour moi, ça a moins de sens de plaider un engagement des jeunes, pour les jeunes, par les jeunes à 100%. Merci Sophie pour ton intervention. Il y a une autre personne, et ce sera peut-être la dernière, une personne qui s'appelle Tiffaine et qui souhaite intervenir aussi. Donc, je lui laisse la parole et puis on reprendra le troisième temps avec des initiatives qui ont été portées justement par l'université, par l'UCO. Christian Lemoine pourra nous parler du service civique, qui est également un moyen aussi d'intervenir. Donc, cette personne qui s'appelle Tiffaine, si elle veut prendre la parole, je lui la laisse. Oui, merci. Bonjour à tous. Alors, je ne sais pas si moi, à 32 ans, je fais encore partie des jeunes. Je suis souvent dans cette période entre deux, parce que je fais partie de ces actifs avec enfants, etc., mais qui s'engagent quand même. Juste pour dire ce que je fais, je travaille dans le milieu associatif, dans le milieu britophone, et dans le cadre de ce qu'on organise, la REDADEC, on a pas mal de jeunes qui participent. Pourquoi? Parce qu'on leur demande de participer de manière ponctuelle à hauteur de leur possibilité d'engagement et de leur volonté d'engagement. Et ça, c'est important. Et je comprends ce que Gwendal veut dire, parce que cette question des jeunes, ça fait depuis que le monde est monde qu'on se la pose. À chaque fois, je l'ai déjà entendu, ça, on cherche des jeunes, on n'arrive pas. En fait, si, ils sont là, c'est juste que je rejoins ce qu'il dit. Parfois, on ne les écoute pas assez. Moi, c'est souvent quand on parle des jeunes, quand j'interviens et je me rends compte qu'il n'y a pas beaucoup de jeunes à intervenir en séminaire, en rencontre, et ça me pose toujours question. L'idée, c'est effectivement de leur laisser la place. J'entendais samedi, à l'ouverture des assises, la question du numérique en disant « Ah mais oui, mais c'est bien, mais ça remplace pas la proximité immédiate et en même temps, les jeunes, il ne faut pas qu'ils s'enferment dedans. » Mais il se passe tellement de choses extrêmement intéressantes via les réseaux. C'est juste une méconnaissance qui fait que la plupart pensent que c'est un enfermement. Ça ne l'est absolument pas. Ça peut le devenir si c'est mal géré. Mais les jeunes sont assez intelligents pour savoir comment en faire bon usage si on drive les choses comme il faut. Donc, je pense qu'il faut aussi leur faire confiance. Nous, dans le cadre de notre activité, ils sont extrêmement moteurs à différents moments, que ce soit sur l'organisation de la course, parce que donc, nous, on organise une course à pied, ou bénévoles sur aussi l'encadrement des équipes. Ils sont là à plusieurs niveaux et on ne leur demande pas d'être là tout le temps. Chacun vient selon ce qu'il peut faire et c'est ça qui est important aussi. Donc, leur faire un peu plus confiance. Tout le monde n'a pas effectivement un niveau universitaire, n'a pas fait de grandes études, ne sait pas vers qui se tourner pour s'engager. C'est être à l'écoute de tous les jeunes. Je suis aussi élue municipale, donc on se pose aussi beaucoup de questions sur les politiques de la ville, sur certains quartiers, sur leur implication aussi dans la vie communale. Donc, toutes ces questions-là se posent, elles sont diverses, on ne va pas les résoudre là. Mais leur faire confiance, déjà, c'est une bonne chose. Excusez-moi, merci à vous, mon micro était coupé. Effectivement, faire confiance aux jeunes, c'est sans doute la première chose. J'aimerais reprendre le fil conducteur et peut-être des exemples d'initiatives, mais on a vu, vous êtes un exemple qui fonctionne, de jeunes qui s'engagent. Julie Pascal de l'UCO, si vous voulez bien nous parler des initiatives de l'UCO qui favorisent l'engagement des jeunes. Merci à vous. Merci Dominique, merci à toutes les interactions. Moi j'ai pris des notes, je découvre aussi des dispositifs, donc
Merci beaucoup à tous les intervenants. Et voilà, donc je rappelle juste que moi je parle du campus que je connais et de l'UCO d'Arradon. Donc par rapport aux initiatives qu'on a mis en place, en fait, on est plusieurs dans l'équipe à être voilà, très concernés par la thématique écologique dans nos vies personnelles et aussi voilà, au travail. Et en fait, ensemble, on s'est dit il faut qu'on fasse quelque chose. On avait envie de proposer quelque chose sur le campus et donc on a créé un événement qui s'appelle Rendez-nous les hirondelles, qui est un mois dédié à l'environnement. Et en fait, on voulait vraiment que ce mois, il soit un moment de partage, de friction créative, d'ouverture de l'université, enfin de notre université à l'extérieur, parce que sur ces thématiques-là, l'idée, c'est vraiment de partager les pratiques, qu'elles se réincarnent ailleurs autrement, qu'on s'enrichisse les uns les autres et de les pérenniser aussi, de pérenniser un certain nombre de choses sur le campus. Donc, pendant ce mois, en fait, on avait, alors je dis on avait parce que ce mois a été annulé, reporté, donc tout est prêt, hein, Dominique le sait puisqu'elle intervenait. On avait une projection débat avec Dominique, projection du film Demain. On avait plusieurs enseignements donc, dans différentes formations qui étaient orientées sur cette thématique-là. Donc moi, j'ai fait travailler les licences 3e année sur la thématique du campus vert l'année dernière et ils ont produit des choses, encore une fois, vraiment extraordinaires, de mettre en place un circuit court, un site de covoiturage intra-UCO, parce que le covoiturage Blablacar est bien, mais quand vous devez être en cours à 10 h et que vous venez de Brest et que vous êtes plusieurs à venir de Brest pour aller au même endroit, c'est encore mieux. Donc, ils essayaient comme ça de faire, de proposer des solutions. Ils ont proposé aussi un site de seconde main pour que les étudiants puissent, alors c'est comme Le Bon Coin, mais si vous voulez, l'idée c'était qu'il y ait un local aussi sur le campus pour que les étudiants puissent échanger leurs objets quand ils ont acheté un micro-ondes, etc., des électroménagers pour leur vie étudiante et qui partent ailleurs, hein, on a vu le cas tout à l'heure avec Swazig, de pouvoir échanger leurs biens, des jardins sur le campus, des poulaillers. Donc voilà, ça c'était des projets étudiants qui avaient émergé de la commande que moi je leur ai passée donc, dans le cadre d'un cours, mais n'empêche qu'on voit bien qu'ils s'en sont plutôt bien saisis et qu'ils ont été très créatifs. Dans notre mois, on avait aussi une journée de nettoyage qui était organisée, ouverte à tout le monde. Et on avait un temps fort aussi qui était le Challenge Green Campus, qui est porté par l'association Printemps de l'entreprise et dans lequel, en fait, donc c'était ouvert à plusieurs établissements, lycées, et université, école d'ingénieurs. Et l'idée, c'était de faire travailler les jeunes en équipe pluridisciplinaire sur des thématiques, sur des défis liés à l'écologie et à la transition écologique. Donc, ces défis-là étaient portés par des experts aussi. Et l'idée, c'était qu'ils arrivent justement à faire émerger des idées le temps d'une journée. Il se trouve qu'on s'est réunis plusieurs fois avec Climaction, vous étiez aussi autour de la table, hein, et avec le Printemps de l'entreprise. Et en fait, on a senti vraiment un désir de travailler ensemble. Il y avait des jeunes autour de la table, pour répondre à Gwendal, puisque des étudiants étaient avec nous. Et c'est vraiment ça, et notamment sur une thématique comme l'écologie, il n'y a que ça qui peut fonctionner quand on co-créer ensemble. Donc voilà, ces jeunes-là étaient tout à fait force de proposition et ce n'était pas un cours qu'on créait, c'était un événement qu'on créait ensemble, hein, je tiens à le préciser. On terminait notre mois avec une table ronde avec plusieurs invités, dont des jeunes de Youth for Climate de Vannes. Donc on essaye vraiment, j'entends tout à fait la remarque hein, qui est faite et je pense que oui, peut-être par moment ils ne sont pas assez représentés, pas assez écoutés, mais en tout cas nous dans le mois qu'on proposait, on essayait de leur laisser cette place. Il y avait des anciens étudiants qui venaient aussi présenter ce qu'ils faisaient maintenant, que ce soit dans le tourisme durable, puisqu'on a une formation dans le tourisme, mais pour pouvoir justement montrer que ça s'est concrétisé dans leur vie professionnelle suite à leur passage à l'UCO. Et l'engagement étudiant, juste pour rebondir aussi sur ce qui était dit, l'engagement étudiant est valorisé dans notre maquette pédagogique, puisqu'ils peuvent
valider une unité d'enseignement via cet engagement. Donc, on a une étudiante qui va probablement valoriser son engagement associatif au sein de son club de basket parce qu'elle participe à la communication et qu'on est dans un diplôme de communication, donc c'est tout à fait envisageable. Tout ça pour dire qu'à travers cet événement, en fait, ce qui a été important pour nous, c'est que tout le monde s'en saisisse, tous les membres de la communauté UCO, mais aussi d'autres personnes. Et je crois que là, le levier que je vois pour faire participer les jeunes aux associations, peut-être aux associations hors étudiantes et pas seulement étudiantes d'ailleurs, c'est du partenariat. Et nous, on l'a vu sur ce mois-là, avec nos étudiants, ça a été avec Climaction, avec le Printemps de l'entreprise, on a essayé de créer du lien et de faire en sorte que justement, ils peuvent connaître des associations via un événement qui a lieu sur leur campus, un événement dans lequel ils vont s'investir. Donc voilà, je crois que le partenariat avec, entre associations, associations de jeunes, associations de moins jeunes, reste une réponse intéressante. Merci à vous. Merci à vous. Effectivement, c'est très très riche. Peut-être définir aussi, une personne a posé la question, c'est quoi être jeune? Peut-être qu'il faudra y répondre, je ne sais pas. C'est quoi être jeune? C'est quoi être jeune retraité? Mais on va peut-être parler des moins jeunes aussi. Stéphane Gravelot proposait aussi de nous présenter une initiative dans son mouvement de jeunesse, son mouvement scout associatif, une initiative qu'il a menée avec un partenaire. Est-ce qu'il peut aussi nous présenter cette initiative qui permet aussi de mobiliser cette fois-ci les plus jeunes? Oui, donc alors... Moi, juste pour rebondir quand même sur le sujet des jeunes, il y a aussi, je pense que c'est un peu plus complexe que tout ce qui a été présenté. Il y a aussi, si on regarde ce que aujourd'hui, enfin, dans notre mouvement, hein, ce qu'on accueille comme jeunes bénévoles, on a aussi des difficultés pour accueillir un certain nombre de jeunes avec des critères sociaux, tout simplement. Hein. Donc, on parle de la jeunesse, je pense que c'est beaucoup plus complexe que ça, et ça fait écho aussi aux autres engagements des autres tranches d'âge, hein, qui aussi rencontrent des difficultés aussi qui sont toujours un peu complexes. N'enfermons pas tous les débats en fonction de l'âge, je pense que c'est un peu plus différent que ça, mais bon, un peu de temps pour, même si c'est passionnant, on a un peu de temps pour échanger là-dessus. Alors, pour revenir au Scouting Guide de France, alors on a pris plusieurs initiatives, déjà statutaires. Avant de parler de partenariat, chez nous, par exemple, lorsqu'on s'engage, c'est à durée déterminée. Voilà, hein, c'est-à-dire que quand on est bénévole dans l'association, on a un mandat de 3 ou 4 ans qu'on choisit. Il est renouvelable une seule fois maximum, et généralement, les gens s'arrêtent au bout d'une fois. Sinon, après, ils ne peuvent plus exercer leur mandat. Pourquoi je dis ça? Parce qu'en fin de compte, si on veut faire vivre le milieu associatif avec de l'engagement, qu'il soit jeune ou moins jeune, il faut laisser la place. Hein. Et il ne faut pas avoir peur de la chaise vide. Et la chaise vide, automatiquement, elle se comble. Et il ne faut pas avoir peur aussi d'avoir des années difficiles parce qu'il manque de bénévoles. Je pense que ça passe, c'est un peu comme dans la politique. Je fais parallèle, on a parlé de politique, d'engagement politique. Personnellement, je suis un très grand partisan du non-cumul et du non-renouvellement de mandat parce que c'est comme ça qu'on fait vivre les choses et c'est comme ça aussi dans les associations. Hein. Donc et ça, c'est inscrit dans nos statuts. Donc ça, c'est hyper important. Et deuxième chose aussi qu'on a mis en place, c'est que tous nos parcours de formation, pour rejoindre ce que disait Gwendal sur voilà, quelles sont les motivations, tous nos parcours de formation, par exemple, ont l'équivalent BAFA pour les jeunes qui sont engagés dans notre association. C'est-à-dire qu'on les forme, mais après, ils peuvent se servir de cette formation-là pour aussi aller à l'extérieur. L'objectif des mouvements de jeunesse, hein, ce n'est pas qu'on s'auto-alimente. Hein. L'objectif, c'est bien que tous, après, on puisse aller développer nos compétences à l'extérieur. Et puis, on a mis aussi une boucle de l'engagement, d'accompagnement des bénévoles, c'est-à-dire que chaque bénévole est accompagné par un autre bénévole. Et ça aussi, c'est pour répondre au fait que chacun puisse s'épanouir dans l'association. Et en termes de partenariat, en fin de compte, on a développé aujourd'hui, enfin, on a mis en place une résolution dans notre dernière assemblée générale sur
le scoutisme et école. Alors, ça peut paraître banal, mais c'est tout simplement pour justement de trouver des lieux de rencontre entre les mouvements de jeunesse comme nous et puis les autres milieux où les jeunes sont, et ils sont principalement à l'école, et de trouver tout simplement des axes de travail entre les écoles et puis le scoutisme. Ça peut être tout simplement un partenariat aussi avec des écoles où se retrouvent des jeunes adultes, hein, qui soient universitaires, écoles supérieures ou pourquoi pas aussi les écoles qui forment tout ce qui est apprentissage, hein, qui permettent aussi aux jeunes des fois de valoriser un stage, hein, parce que vous savez que lorsqu'on s'engage bénévolement, on peut avoir aussi des droits à la formation, hein. C'est-à-dire qu'on fournit après ça peut alimenter le DIF de chacun. Donc, ce type de partenariat avec les écoles, ça nous permet, nous, de trouver des effets de levier pour répondre à notre problématique aujourd'hui d'accueil de jeunes, parce qu'on a trop de demandes par rapport à notre capacité d'accueil aujourd'hui. Hein, les familles voudraient bien inscrire leurs jeunes dans le scoutisme, mais aujourd'hui, on n'est pas capable de les accueillir parce qu'on n'a pas assez de jeunes bénévoles. Et puis, nous, proposer, en fin de compte, de transmettre aussi notre savoir pour pourquoi pas proposer justement à toutes ces écoles des solutions soit d'accueil de stages ou d'actions bénévoles, mais aussi, pourquoi pas aussi de leur proposer des méthodes que nous, on a développées, par exemple de vie dans la nature. Hein, aujourd'hui, on est capable d'aller nous dans un endroit désert et puis on repart, c'est le même. Hein. Pourtant, on n'a vécu une semaine ici. Et toutes ces méthodes-là, on les propose aussi à des écoles. Ce qui nous permet d'avoir des partenariats gagnant-gagnant et tout simplement aussi que chacun puisse se nourrir de l'expérience de l'autre. Voilà. Si je peux présenter rapidement en quelques minutes. Merci à vous, effectivement, de belles initiatives. Avant de passer à des réponses, parce qu'il y a beaucoup de questions, peut-être un outil, un moyen aussi de se mobiliser, de s'engager, c'est le service civique. Et je propose à Christian de nous parler du service civique qu'il est possible de faire dans une association, pourquoi pas pour les jeunes, cette entrée dans le monde associatif. Christian, si tu veux bien. Oui, merci. Alors, moi, si je n'avais qu'une minute, je dirais, suite à ce que j'entends par les jeunes que je rencontre en service civique, le maître mot pour leur engagement, c'est être utile. Et c'est-à-dire que je crois que la place des jeunes, on se la pose des fois assez mal dans les associations, ne serait-ce qu'on leur demande d'être là parce qu'ils sont jeunes, point barre. Et que ça suffirait à dire, bon, nous aussi, on intègre des jeunes, mais si on ne leur propose pas quelque chose d'intéressant et d'utile, moi, ce que j'en retiens là de mes rencontres, c'est que ça ne va pas les intéresser. Ils ont besoin d'être utiles, et je pense que si on allait voir les jeunes en lui disant, moi j'ai besoin de toi, ici on a besoin de toi, là tu seras utile, et que si en plus le jeune se rend compte qu'effectivement il a une utilité parce qu'il a une appétence pour ça, eh bien je pense qu'on aura moins de problèmes à trouver la place des jeunes dans les associations. Alors, ce que nous disent les gens le service civique, c'est quoi, hein? Donc ça s'adresse aux 16-25 ans, même si y a peu de mineurs, mais c'est tout à fait possible de le faire. Ça existe depuis 10 ans. Ça relève toujours du code du service national, hein. Donc on n'est pas vraiment dans un bénévolat, on est dans du volontariat. Et la différence entre bénévolat et volontariat, même si ça a la même origine, hein, étymologiquement, bénévole et volontaire, c'est la même étymologie. On a distingué depuis 15 ans le volontaire du bénévole. Le bénévole, c'est vraiment celui qui choisit, qui est complètement libre de son engagement. Et le volontaire, il est aussi libre de son engagement, mais c'est un engagement à temps plein. Et du fait qu'il est à temps plein, on n'a pas le temps d'aller ailleurs, avoir des ressources. Donc, on est indemnisé pour ce bénévolat.
hein. Donc, un service civique, à l'heure actuelle, touche en gros 570 € d'indemnité pour son volontariat. Ce qui le distingue aussi donc ce qui le distingue, c'est déjà le temps passé, qui est un temps plein, quasiment. On peut avoir aussi des activités professionnelles annexes ou autres, universitaires ou autres annexes, mais en principe, le volontariat, c'est un quasi-temps plein qui va entre 24 et 35 heures. Et donc, on touche une indemnité. Ça, c'est ce qui fait la différence. Alors, actuellement, c'est 40% d'hommes qui sont en service civique et 60% de femmes, sachant qu'il y a, à l'heure actuelle, entre 140 et 150 000 volontaires. Une classe d'âge, c'est 700 000 jeunes en France. Et voyons, on est à 150 000, donc ça doit faire un cinquième, quoi, enfin quelque chose comme ça. Voilà. Alors, les jeunes s'engagent sur des missions, hein, qui sont des missions qui sont répertoriées, qui sont annoncées sur le site du service civique. Et l'engagement dure entre 6 mois et 8 mois, voire 10 mois, et rarement 12 mois. Hein, mais c'est en général entre 6 et 8 mois qu'on s'engage dans le service civique. Voilà, alors je pourrais aussi… oui, alors j'ai une enquête, voilà. Je voulais juste… Voilà, alors j'ai peur qu'on lise à l'envers, là. Non, ça va, vous arrivez à l'endroit. Donc, et si… Parce que moi, je le vois à l'envers. C'est très bizarre, ces histoires de… Voilà, alors, et si on s'engageait, ça c'est le livre des 10 ans du service civique, ça vient de sortir, je crois que c'est dans la thématique, et si on s'engageait, je vous conseille en tous les cas, il y a un petit historique, il y a beaucoup de témoignages, mais il y a surtout aussi une introduction très intéressante d'une philosophe sur c'est quoi l'engagement, hein. Et puis pour ceux que ça intéresse aussi, il y a… les études de l'INGEP, je ne sais pas si vous voyez, l'INGEP, l'Institut national de la jeunesse et de l'éducation populaire, qui sort des fiches thématiques comme ça, et donc celle-là, par exemple, quelles sont les missions de service civique qui favorisent l'engagement bénévole. Alors, est-ce qu'il y a des missions, sport, solidarité, culture ou autres, qui favoriseraient l'engagement? En fait, on s'aperçoit que autant les volontaires s'engagent et ce qui importe pour eux, c'est d'être utile. C'est pas pour autant qu'en sortant, ça devient des super militants et des super bénévoles, hein. Ils ont fait leur volontariat, mais au final, il y en a un tout petit peu plus éventuellement qui s'engagent. Leur engagement est surtout lié au contexte, et ça a été déjà dit aussi, au contexte notamment familial et à la pratique. Est-ce qu'avant ils étaient bénévoles ou pas? Est-ce qu'ils avaient une culture de la vie associative ou pas? Et ça a été très bien dit, celui qui ne connaît pas du tout la vie associative aura beaucoup plus de mal à s'engager que celui qui a l'habitude d'aller en assemblée générale, en commission, en ceci, en cela, pour réaliser son engagement. Voilà, je pourrais rester très longtemps. Je vais peut-être répondre à des questions s'il y en a sur le service civique, parce que là, je peux rester très, très longtemps sur ce sujet. Oui, alors je le fais, je ne l'ai pas dit, excusez-moi, je termine là-dessus, parce que j'ai été présenté tout à l'heure, ce qui n'est pas faux, comme conseiller municipal à Vannes, mais professionnellement, je travaille à la direction régionale de jeunesse et sport, où je m'occupe du service civique, et depuis sa création en 2010. Voilà. Merci Christian. Enfin, effectivement, un outil intéressant et un vrai tremplin pour des jeunes. Voilà, je propose qu'on passe peut-être à quelques questions, quelques réponses, mais j'ai une personne qui souhaite prendre la parole, Monsieur Bonenfant, qui nous a demandé éventuellement la parole. On m'entend? Bravo. Oui, on vous entend. Merci à vous. Très bien. Du coup, je me présente, Jean Bonenfant. En fait, j'ai eu une junior asso il y a quelques années, et du coup, dont j'étais président. Et c'était un peu pour parler de ça et du coup de ce que ça a pu apporter, du coup, ce dispositif. Et du coup, nous, c'était une junior asso, du coup, d'organisation. Enfin, on organisait des concerts surtout, et on produisait des petits artistes et tout, voilà. Donc, plus spécialisé musique, rap, tout ça. Et vraiment, on a eu l'occasion de construire des réels projets, mais un peu partout sur le territoire.
Et ça a permis à tout un groupe, vu qu'on était une petite quinzaine à un moment. Et juste pour dire aux gens qui ne connaissaient pas le dispositif de vraiment se renseigner là-dessus et s'y accrocher parce que c'est vraiment génial. Voilà, Christophe Capel pourra en parler plus s'il faut. Et voilà, pour dire que ça mène vraiment à des vrais parcours. Maintenant, je suis en service civique à la Ligue de l'enseignement. Voilà. Donc, tout s'enchaîne au final. Et voilà, je ne sais pas si c'était très utile au final, mais je tenais à réagir là-dessus. Voilà. Super, merci beaucoup pour votre message. C'est toujours intéressant et agréable de voir des jeunes qui sont heureux, qui sont mobilisés et qui sont prêts toujours à s'engager. Voilà, donc on n'a pas répondu à une question peut-être que l'on avait lancée. Les jeunes, on voit, s'engagent quelquefois avec difficulté, mais est-ce que nous, dans nos associations, où on a vu que la moyenne d'âge malheureusement était un peu importante, est-ce qu'on laisse suffisamment la place aux jeunes? Et voilà, j'aimerais relancer aussi le micro à des personnes peut-être un petit peu moins jeunes qui sont dans des associations et qui pourraient nous aider à réfléchir là-dessus. Est-ce que dans les associations, ceux qui sont depuis très longtemps dans les associations, est-ce qu'ils sont prêts à passer le relais? Est-ce que c'est facile de passer le relais quand on est mobilisé depuis 15 ans, 20 ans dans une association? Comment ouvrir le cercle? Comment accueillir au mieux les jeunes? Voilà, je ne sais pas si quelqu'un est prêt à répondre à cette question, parce que c'est une question aussi assez compliquée. Alors, j'ai quelqu'un, monsieur ou madame Clugerie d'Oé-Rivière, qui veut bien répondre. Monsieur. À vous. Oui, vous m'entendez? Vous m'entendez? Oui, on t'entend très bien. Ok, d'accord. Ok, excusez-moi. Oui, je suis le directeur de Rivière de Bretagne, donc c'est une association qui a 50 ans et on est bien dans cette problématique où la genèse, l'énergie de départ de l'association est loin derrière, même si elle se renouvelle en permanence. Elle se renouvelle plutôt avec des jeunes retraités qui ont un temps disponible à engager dans une aventure associative qui consomme beaucoup d'énergie. Et la question, alors je ne vais pas répondre à votre question parce que si j'avais la réponse, je la mettrais immédiatement en œuvre. Moi, je m'en pose une autre. J'observe ce qui se passe dans d'autres mouvements, les mouvements politiques, d'autres mouvements syndicaux. Et je me rends compte que beaucoup de mouvements politiques ou syndicaux qui ont plusieurs dizaines d'années d'existence passent quasi systématiquement par la création d'un mouvement à l'intérieur qui est dédié à l'engagement des jeunes, qui va s'appeler jeunes agriculteurs, jeunes à tel parti socialiste, parti écologiste, parti républicain. Et je me demande si ce modèle qui est éprouvé finalement, puisqu'il existe un peu partout, est le bon modèle. Est-ce que c'est celui qu'il faut reproduire? Alors, c'est pas le cas au Rivière de Bretagne, mais il y a la question quand même de la sanctuarisation un peu d'un espace dédié aux jeunes. Et moi, je n'ai pas d'avis là-dessus. Je pose la question pour la mettre sur la table. Merci à vous. Effectivement, c'est une question très très compliquée. Nous, on réfléchit aussi beaucoup sur ce point-là. On souhaite ouvrir, on souhaite laisser la place. Et puis on voit bien en politique très très difficile de laisser sa place à des jeunes. Les associations ont aussi cette problématique à régler certainement. Enfin, je ne sais pas s'il y a d'autres, si d'autres personnes ont la solution. Mais en tout cas, c'est une vraie réflexion et c'est un vrai travail qu'il faut mener dans nos associations pour savoir passer le relais. Oui, moi, si je pouvais
Donc, donner la réponse à la solution. Donc, vous prenez un papier, un crayon, je vais vous dicter ça. Je connais toutes les réponses. Non, je rigole. Bien sûr que c'est une question très complexe. Il y a une chose qui n'a pas été du tout abordée, et je pense quand même qu'il faut aussi la mettre dans le pot commun, dans la réflexion, c'est la forme que prend l'engagement. Et je pense notamment depuis 20 ans, surtout, et puis enfin, c'est en telle évolution avec les histoires de réseaux sociaux et l'informatique et l'ordinateur et les mails, les courriels, les WhatsApp, les Instagram, les machins. La forme de l'engagement, elle était assez classique. Enfin, disons, au XXe siècle, s'engager, c'était participer à des réunions, participer à des actions, etc. Là, maintenant, on est quand même, les jeunes notamment, sont quand même sur des actions qui, des fois, sont aussi denses, mais plus ponctuelles et passent aussi par d'autres réseaux. Et jusqu'où la forme de l'engagement intervient dans l'engagement lui-même. C'est-à-dire que je ne vais surtout pas caricaturer en disant qu'à l'époque, on s'engageait sur le terrain, maintenant, on s'engage derrière son écran. Ce n'est pas du tout ça. Mais il est évident qu'il y a cette dimension de la communication, des facilités de communication qui change aussi la nature dans l'engagement. Voilà, c'était juste, mais il n'y a pas de réponse, bien entendu. C'est des choses qui évoluent au jour le jour, ça. Oui, merci Christian, il faut certainement que nos associations s'adaptent. Le monde change très vite. À l'heure actuelle, on le voit dans ce contexte sanitaire qui nous fait retravailler, nous réunir de manière différente. Eh bien, les jeunes aussi bougent très vite. Nos associations bougent peut-être moins vite et je pense qu'on a un vrai travail d'adaptation aux nouveaux outils pour accueillir des jeunes qui ont peut-être aussi des exigences un petit peu différentes. Je ne sais pas, mais un vrai travail à faire dans nos associations. La volonté des jeunes existe certainement, c'est à nous certainement de mieux les accueillir. Est-ce que, voilà, je crois qu'il est bientôt l'heure, on me fait signe. Est-ce qu'une personne peut prendre la parole éventuellement pour un message, pour une réflexion, enfin, okay. Plus personne n'a la parole, c'est bon. Donc, plus personne ne prend la parole. Bon, je suis bien consciente qu'on n'a pas abordé tous les points, c'est évident. Le temps n'est pas suffisant. C'est tellement complexe aussi cette thématique. Le renouvellement des adhérents et le renouvellement des jeunes. C'est vrai qu'on a beaucoup parlé des jeunes, mais il faut aussi qu'on s'adapte pour accueillir de nouveaux adhérents, tout simplement, dans nos associations. En tout cas, merci à vous. Christophe, je vais faire un message. Un petit message d'une personne avant de nous quitter. Christophe de la Ligue d'enseignement qui souhaite intervenir. Attends. Micro, Christophe. C'est bon, vous m'entendez? Avec le micro, c'est mieux. Ok, super. Oui, c'était juste pour dire que la région de Bretagne a commencé depuis quelque temps déjà à construire un plan de mobilisation de la jeunesse. Vous avez sûrement été informé au cours des années précédentes. Et notamment sur ce plan de mobilisation de la jeunesse bretonne, il y a un chantier qui s'appelle Engagement de la jeunesse, qui est le chantier numéro 8. Donc si vous souhaitez nourrir les réflexions autour de ce chantier, comment permettre à la jeunesse de s'engager, quels sont les freins à l'engagement, quels sont les leviers et les possibilités, même si effectivement, Gwendal, on sera surtout entre adultes et on n'aura pas beaucoup de jeunes avec nous, mais bon, c'est la difficulté de l'exercice. En tout cas, si vous avez envie d'y participer, ça sera avec plaisir qu'on vous accueillera sur ce chantier. J'ai vu passer de Théophile une proposition de se retrouver ultérieurement en ligne pour continuer à discuter là-dessus. Donc, je ne sais pas comment on peut faire. Est-ce qu'on fait une mail list? Est-ce qu'on fait
comment on peut faire pour pouvoir continuer la réflexion et continuer à échanger entre nous, entre ceux qui ont dit ouais, intéressant, on a bien envie, etc. etc. Après, nous, on dispose de… Je me permets d'intervenir du coup. Nous, on dispose en effet de la liste de toutes les personnes inscrites sur cet atelier. Je ne pense pas qu'il y en ait plus que ceux qui étaient inscrits. Donc, en effet, c'est possible. Le plus simple est peut-être qu'on partage cette liste-là avec Climaction, vu que c'est eux qui ont été à l'initiative de cet atelier. Et voilà, qu'on lance en effet peut-être une mailing list là-dessus. Ouais. Ça, c'est une possibilité. On échangera avec Climaction, mais du coup… voilà, si Christophe, tu veux être dans la boucle dès le départ, il n'y a pas de souci. Oui, hein, avec Camille Bailly, on est, et avec les Francas, surtout les Francas Pays de la Loire, on est facilitateur sur le chantier engagement de la jeunesse. Et si on peut nourrir ces réflexions et ce chantier pour permettre de construire un plan d'action, bah, ce sera avec plaisir. Et vous êtes bienvenus, hein, toutes les bonnes volontés et toutes les réflexions. Vous êtes bienvenus pour nourrir ces réflexions. Voilà, il y a une table ronde sous un format un peu différent qui aura lieu cet après-midi aussi, s'il y en a qui sont un peu frustrés, qui ont envie de poursuivre le débat de 16h à 17h30. Il y a une table ronde où là, c'est plutôt un retour d'expérience, du coup, sur une expérimentation qui s'est faite sur 3 territoires en Bretagne, mais où, du coup, les échanges seront également très riches. Je te laisse conclure, Dominique. Un peu court. Merci. Donc, effectivement, continuer à réfléchir sur cette thématique des jeunes, bien sûr. Bien sûr, nous, on est évidemment aussi partants. Et voilà, je voulais tout simplement remercier tous ceux qui ont assisté, participé à cet atelier. Et remercier aussi nos intervenants, remercier ceux qui ont pris la parole à brûle pour point. Et on espère donc évidemment que nos associations vont s'adapter, vont s'engager aussi dans ce renouvellement des bénévoles. Aujourd'hui, le bénévolat, on le sait, est essentiel. Les associations sont essentielles en France. Donc, il y a un beau travail, bien sûr, à faire. Je vous remercie tous. Au revoir. Merci Dominique, merci Climaction. Merci à vous.